Je suis dans un état critique. On dit à mon mari que concrètement là, ça se joue sur quelques heures, 2 ou 3 heures, et voilà. Donc ils doivent agir vite. Ils ne savent pas ce que j'ai. Mon mari a le réflexe de leur parler du fait que j'ai porté un tampon. Ouais. Enfin, quand même, ça apparaît dans le débat. Et c'est ça qui fait que ça me sauve, parce qu'il y a une femme au service de réanimation chez qui ça fait tilt. Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Talk TV dans l'émission « Et si on papotait ?» Au programme de nos papotages d'aujourd'hui, le SCT, le syndrome de choc toxique. Kesako, on va en parler bien évidemment. Alors, quand même, petite introduction, pour ceux qui ne connaissent pas, ce syndrome crée malheureusement beaucoup d'effets, hypotension, défaillance de plein d'organes. C'est un syndrome qui serait dû à une bactérie, le staphylocoque doré, qui serait présent seulement chez 4% des femmes. Mais les statistiques, on va en reparler avec nos invités, sont peut-être un peu biaisées. Et il faut savoir que l'âge des cas qui ont été reportés va de 13 à 45 ans. Pour en parler aujourd'hui, j'ai vraiment deux magnifiques invités, sincèrement, puisque j'ai ici, bonjour Maha Santamaria. Bonjour. Et juste là, à ma gauche, Claudine Colozzi. Bonjour Sandra. Alors, petite présentation de Maha Santamaria, qui est thérapeute comportementale et cognitive à Paris et à Puteaux. C'est bien ça, au centre de bien-être Origine. Tout à fait. Après 12 ans dans l'événementiel, vous avez complété vos études de psychologie pour devenir thérapeute comportementale et vous vous spécialisez en psychopathologie des comportements alimentaires. Tout à fait. Votre pseudo sur Instagram, c'est Maha Santamaria thérapeute, si on veut voir ce que vous faites. Aujourd'hui, vous êtes vice-présidente de l'Association française du syndrome du choc toxique que vous avez subi vous-même en fin d'année 2023. Le pseudo Insta de l'Association française du syndrome du choc toxique est asso française SCT. On va revenir à tout cela juste après. Avant, je voudrais donc présenter Claudine Colozzi, qui est journaliste indépendante, spécialisée justement, entre autres, dans la thématique du handicap. Elle est également formatrice pour le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, le CFPJ. Et en 2021, vous avez coécrit avec Sandrine Grano, dont on va parler lors de cette émission, puisque c'est elle qui a subi un choc toxique, le livre qui s'intitule « Choc toxique, faut-il avoir peur des protections hygiéniques ?» aux éditions Flammarion, une petite pépite, un témoignage vraiment touchant. On va en parler. Donc, Sandrine Grano n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais vous allez être présente. Voilà, son porte-parole. Je vais commencer d'ailleurs par juste un petit extrait de ce livre, page 11, comme ça vous savez tout. Quelques lignes. Âgée de 36 ans, mère de 3 enfants, elle a été victime en avril 2019 du syndrome du choc toxique à la suite de l'utilisation d'une cup. On va en reparler, bien évidemment. Si elle a vu la mort de près, elle en a réchappé au prix d'une quadruple amputation. Alors, je pars là-dessus. Du coup, je commence. Première question. Qu'est-ce que c'est le syndrome du choc toxique vraiment? Parce que j'ai donné quelques statistiques, mais qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui, vous l'avez expliqué, qui est due à ce staphylocoque doré que certaines femmes, enfin certaines personnes, parce que là on parle du syndrome du choc toxique menstruel, donc ça touche des femmes qui ont leurs règles et portent des protections périodiques. Et donc ce staphylocoque que nous avons, nous ne savons pas la plupart du temps que nous sommes porteurs de ce staphylocoque, c'est invisible. Et puis à un moment, cette bactérie peut libérer une toxine dans le sang et cela provoque une infection. Et si les choses ne sont pas prises à temps, eh bien, il peut y avoir des complications. Et dans le cas de Sandrine, c'est une forme très, très grave, puisqu'il y a eu beaucoup d'heures qui se sont passées avant qu'elle puisse aller aux urgences et qu'on puisse détecter que c'était un syndrome du choc toxique menstruel. Et là, il y a eu complications, il y a eu septicémie et à un moment, infection. Les organes vitaux, le cœur, les reins, ont été impactés. Et donc, à un moment, il a fallu la mettre dans le coma. Et puis, les extrémités, ses mains et ses pieds ont été touchés. Et à un moment, quand elle est sortie du coma, de la réanimation, etc., eh bien, il a fallu
se rendre à cette évidence qu'il fallait, pour qu'elle ait la vie sauve, soit quadri-amputée. Ça vient de là. Oui. Vous, donc, c'est très, très récent, fin d'année 2023. J'espère que ça va pas trop vous remuer non plus, parce que quand vous m'avez expliqué votre histoire, bon, déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'on sait que vous n'êtes pas amputé. C'est déjà ça, c'est pour quand même dédramatiser. Il n'y a pas à tous les coups problème d'amputation. Même si moi, je connais ce qui s'est passé, je veux bien que vous en parliez un peu, parce que a priori, à un moment donné, les médecins disent à votre mari qu'il ne vous reste que 2-3 heures à vivre, et vous êtes là aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle. Expliquez-nous tout. Bah écoutez, en septembre 2023, je reviens de vacances. Enfin, fin août 2023, je reviens de vacances. Je reprends le travail. J'ai mon cycle qui arrive, ça n'était pas prévu. J'ai dans mon sac uniquement un tampon. Et comme beaucoup de femmes dans cette situation, j'enchaîne les rendez-vous ce jour-là et je me dis, bon, bah, j'ai que ça, donc bah, je vais faire ça en attendant. Et quand j'aurai fini mes rendez-vous dans 4 heures... Avec vos patients, hein, c'est ça? Avec mes patients. Dans 4 heures et demie, le temps d'aller acheter ce qu'il faut, bah, je pourrais passer à un autre mode de protection. Sauf que, voilà, bah, je mets ce tampon. Alors, il faut savoir que j'ai pas pour habitude d'utiliser ça. Je l'utilise comme beaucoup de femmes juste pour la baignade ou voilà, quand vraiment j'ai pas autre chose sur moi. Je suis pas forcément fan, mais toujours est-il, ce jour-là, je n'ai que ça. Je le porte et au bout de 5 heures, le temps de me changer, etc. Sur le coup, il se passe pas grand-chose. Le lendemain, en revanche, fatigue extrême. Je commence à faire de la fièvre, 38. J'ai participé à un mariage un week-end avant, donc je me dis, bah voilà, j'ai attrapé le Covid ou j'ai attrapé un virus. Je me doute pas du tout de ce qui va se passer. Je me retrouve à grelotter, avoir la migraine. Étrangement, ma mâchoire commence à se raidir, donc des difficultés à ouvrir la bouche, une raideur dans la nuque qui commence à apparaître aussi, et dans la soirée, dans la nuit, donc toute la journée, je suis très fatiguée, une fièvre qui monte crescendo, 38, 38,5, 39, et dans la nuit, je monte à 40. Je me lève, je vais dans la salle de bain, je me sens très mal, j'ai la nausée, j'ai la migraine, j'ai 39 de fièvre. Le Doliprane ne fait pas effet, je suis vraiment pas bien et en fait je retourne dans la chambre, je m'évanouis et j'ai juste le temps de dire à mon mari au secours, appelle les secours, et je perds connaissance. D'accord. Plus de son, plus d'image. Mon mari a le réflexe d'appeler les secours, donc on m'emmène. Alors je vais dans un premier temps dans un hôpital dont je ne vais pas parler parce que l'expérience a été gravissime et j'arrive à en sortir, c'est tout ce qu'on va retenir. J'arrive à en sortir, mon mari me sort de là in extremis pour m'envoyer aux urgences de l'hôpital Foch, que j'ai plaisir à citer parce que vraiment ils ont eu une équipe incroyable. J'arrive donc après plus de 6 heures parce que j'ai perdu beaucoup de temps dans le premier hôpital ou aux urgences où on s'est pas vraiment occupé de moi, on sait pas ce que j'ai, il y a pas assez de personnel concrètement pour s'occuper de moi. J'arrive à l'hôpital Foch, 40 de fièvre, 7 de tension, rage sur tout le corps et des difficultés respiratoires. On me met aux urgences, je dois rester honnêtement 5-10 minutes le temps que quelqu'un vienne me voir. Et on me dit, madame, il va falloir aller en réanimation. Et alors là, pour être honnête, il n'y a pas grand-chose qui reste en mémoire. Beaucoup de faits rapportés, des flashs, perte de connaissance à plusieurs reprises, arrêt respiratoire aussi. Donc, je suis dans un état critique. On dit à mon mari que concrètement là, ça se joue sur quelques heures. 2 ou 3 heures, voilà. Donc ils doivent agir vite. Ils ne savent pas ce que j'ai. Mon mari a le réflexe de leur parler du fait que j'ai porté un tampon. Ouais.
Enfin, quand même, ça apparaît dans le débat. Et c'est ça qui fait que ça me sauve, parce qu'il y a une femme au service de réanimation chez qui ça fait tilt et qui dit « Ok, on va partir là-dessus ». Elle fait intervenir une équipe de gynécologues, il y a plein de spécialistes qui viennent me voir, on me pose une sonde centrale, je suis filée de partout, Voilà. j'ai respirateur, enfin c'était apocalyptique. Bon, je me souviens que quand je suis revenue, on m'a dit « Madame, vous êtes passée très près des rails. Voilà, vous êtes passée très près des rails. Vous avez eu un syndrome de choc toxique. C'est très rare, mais voilà, tout est sous contrôle. On va pouvoir vous sortir de là. Donc, alité pendant une semaine. On s'occupe de moi très très bien, hein, mais je sais plus où j'en suis. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. J'ai vécu une expérience de mort imminente. Je n'ai pas toujours. Enfin, voilà, j'en suis ressortie en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Est-ce que j'ai personne à qui en parler en sortant de là, parce que je vois pas un psychologue tout de suite. Personne ne sait ce que c'est. Je suis suivie après par des médecins en tout genre. Vous le dites vous-même, hein, qui connaissent mal. Les médecins connaissent très mal la pathologie, oui. C'est ce que vous alliez dire. On parle de 2023. Vous voyez, le livre est sorti en 2021. À l'époque, il y a quand même eu pas mal de médiatisation, et on a vraiment, à partir de 2020, avec on en l'histoire reparlera. De Maëlle. Voilà, avec l'histoire de Maëlle, on avait vraiment commencé à en parler. Donc, vous voyez, en 2023, vous faites face à des médecins qui, à aucun moment, n'évoquent le fait que ça puisse être un choc toxique, que cette dame, et à aucun moment ne vous pose la question quand vous arrivez aux urgences, avez-vous vos règles, madame, en ce moment? Non. Alors que c'est quand même, quand on présente tous les symptômes que Maha vient de décrire, la question qu'il faudrait poser en priorité. Tout à fait. Ouais. Et je me suis dit, en fait, moi-même ne savant pas ce que c'était, et votre mari connaissait ou pas? Puisque le fait qu'il ait évoqué, vous portiez un tampon. Pas sûr que ça soit quelque chose auquel on pense. En fait, ce qui l'a alerté, c'est le fait que il sache, parce que je lui avais déjà dit que c'était pas mon truc et que j'avais que ça sur moi. Et en fait, ce jour-là, je lui avais dit, écoute, je suis désolée de t'embêter avec ça, mais est-ce que tu pourrais me déposer au cabinet quelque chose, enfin une protection, quoi. Et bon, il n'était pas disponible et voilà. Mais du coup, oui, vous en avez discuté avec. C'était un sujet, voilà, que j'avais abordé et. Mais à aucun moment, je me suis dit que c'était ça. Ça pouvait être ça. Surtout que, vous me dites si je me trompe, vous l'avez porté combien de temps? 5 heures? En tout, ouais. C'est ce que vous avez dit. C'est ça. D'accord. Oui. Ça faudra que... Oui, on en reparlera. En revanche, Sandrine, dans la nuit, Sandrine, ça se passe quand même. Alors, on va justement, je me permets, je sais qu'il y a une suite, parce qu'il y a un rebondissement dans votre histoire derrière. Mais justement, je voudrais avoir l'histoire de Sandrine et on va revenir sur le rebondissement. Alors l'histoire de Sandrine, elle la raconterait quand même mieux que moi puisque c'est elle qui l'a vécue, mais je vais essayer de synthétiser. En tout cas, ça se passe sur une nuit. Elle, au dîner, elle est prise de maux de ventre très intenses. Elle pense que c'est des douleurs d'estomac. Et puis ça devient de plus en plus intense, Et un premier médecin vient, SOS médecin, qui lui donne des médicaments et puis repart. Et puis finalement, c'est une nuit de terreur. Et à un moment quand même, c'est pour ça surtout que je voulais raconter cette nuit, c'est que Sandrine, elle, qui est infirmière de formation. Oui, rappelons-le. Elle a une espèce d'intuition et elle dit à Guillaume, son mari, et si je faisais un choc toxique? Sandrine ne porte pas un tampon, porte des cups de manière courante depuis quelques mois. Vous pouvez rappeler pour les téléspectateurs. Voilà, une cup menstruelle qui est un dispositif une protection périodique, qui est une espèce de petit réceptacle en silicone qu'on introduit dans le vagin et qui récolte qui reste donc dans le vagin, tel un tampon en fait. Exactement. Elle est passée à ça parce que quelqu'un lui en a parlé en lui disant que c'est tous les arguments révolutionnaires, que c'est écologique. Elle a une vie assez trépidante puisqu'elle est infirmière libérale et donc elle n'a pas forcément de moment où elle peut accéder à des toilettes, etc. Donc elle se dit ça va être pratique, voilà. Et donc elle fait quand même si effectivement c'est quand même assez récent et qu'il y a avant Sandrine pas de cas, mais on en reparlera, de cas recensés de choc toxique lié à une cup.
elle fait quand même le lien, mais elle l'oublie après. Elle est tellement mal que voilà. Et quand même aux urgences, voilà, ce qui a été, et vous venez de l'évoquer, ce symptôme qui est quand même caractéristique du choc toxique, parce que tout le reste sont des symptômes plutôt d'un état grippal ou d'une gastroentérite. C'est qu'à un moment on fait ce fameux rush cutané, qui est une éruption cutanée où en fait le corps devient rouge. Ça c'est vraiment spécifique. D'accord. Et donc là, quand elle est sur la table, voilà, d'hôpital, là les médecins on l'alerte et disent là vous êtes en train de faire un choc toxique, mais je pense il y a eu trop d'attentes en fait. On le rappelle parce que le choc toxique, d'ailleurs, là on parle du choc toxique menstruel, mais il existe des chocs toxiques non menstruels, avec la bactérie. Exactement, qui peut une infection nosocomiale, enfin voilà, qui crée aussi un rush du coup, qui crée aussi, voilà, exactement. Donc je pense que il y a peut-être d'autres éléments. Je ne suis pas médecin, mais en fait c'est le fait de la prise en charge qui a tardé en fait, parce que quand on dit tardé, on parle de combien de c'est toute une nuit, elle est prise des premiers oui, là elle est prise des premiers maux de ventre de mémoire au dîner, donc on est 19h30 20h et en fait elle part qu'à 4h ou 5h du matin. On parle de peu finalement quand on y pense. Mais la dégradation, elle le raconte, elle est restée assez lucide quand même, elle a pas perdu connaissance comme vous là. Elle voit son corps se dégrader et elle voit son état empirer, elle le dit, mais c'est compliqué. Elle le dit dans son livre d'ailleurs, j'ai pas la phrase exacte, où elle voit son corps se dégrader et qu'en tant qu'infirmière, elle l'aurait dit, là c'est pas normal, il faut se dépêcher. Exactement. C'est très difficile de s'auto-diagnostiquer. Oui. Non, c'est compliqué et puis elle a cette intuition, mais bon, elle l'évacue. Elle peut penser que c'est autre chose. Elle a fait des coliques néphrétiques dans son passé médical, donc elle évoque ça avec le médecin qui vient la voir. Donc voilà, et puis sans doute que son jugement est altéré, le fait parce qu'elle souffre, parce qu'elle est dans un état d'urgence. Donc voilà. On va revenir à la suite. Alors justement, pour vous, Maha, il y a eu un rebondissement. Oui, un triste rebondissement, c'est-à-dire que je sors de l'hôpital, je suis quand même continuellement suivie. L'un des symptômes aussi, c'est la tension très très basse. Oui, c'est vrai. Chute de tension, l'hypotension, ça, c'est une indication, effectivement. Fièvre, et ça, c'est deux trucs qu'on retrouve assez quasiment tout le temps. Donc, je sors de l'hôpital, j'ai plein de rendez-vous médicaux pour savoir l'évolution de mon état, etc. En même temps, les médecins savent pas trop me dire ça va aller mieux dans combien de temps. Une fatigue extrême, permanente, où me lever le matin, m'occuper de ma fille, c'était juste impossible. Et 2 mois plus tard, donc en novembre 2023, je rechute après mes règles et sans avoir utilisé de tampon, avec des serviettes hygiéniques. Donc là, vraiment, je me doute pas du tout que ça peut être ça. Mais exactement les mêmes symptômes, ou presque. À peu de choses près, j'ai pas de fièvre, mais des gros frissons. D'ailleurs, je me dis que je fais une crise d'angoisse à ce moment-là. Je frissonne, je grelotte de tout mon corps. Des migraines, nausées, maux de ventre. Et de nouveau, je vais aux urgences. On me donne un traitement à large spectre en me disant, voilà, vous avez peut-être une gastro, vous avez attrapé quelque chose, mais par précaution, on va vous garder. Et là, mon état s'aggrave encore très très vite et on me dit, on est désolé, mais on va devoir vous ramener en réanimation une seconde fois. Et là, on me redit encore que c'est une question d'heure, donc il faut agir vite, qu'il faut faire attention. Et donc, encore une fois, arrêt. Je revis exactement la même chose ou presque avec une équipe qui sait, une équipe qui arrive à gérer. Mais cette fois, je m'en relève un petit peu plus difficilement. Et ce qui a fait ça, c'est qu'en fait, le traitement à ma sortie n'a pas été suffisamment long pour traiter le foyer infectieux de la bactérie. C'est ça. Et ça m'a provoqué une endométrite. Donc la bactérie était toujours présente et a réussi à reproliférer au point de me faire une septicémie. D'accord. Et donc voilà, là on est plus vigilant, on contacte le professeur Lina, directeur de recherche au Centre national de recherche de Lyon, qui est le spécialiste de la bactérie et qui étudie la question.
Et lui préconise, conseille l'équipe médicale sur le traitement que je dois avoir pour que ça s'arrête en fait. Donc autant vous dire que j'étais pas rassurée du tout, parce que j'ai dit je ne sors pas d'ici si vous me donnez pas quelque chose qui me rassure en fait. Bon, à la suite de ça, je suis suivie par la psychologue de l'hôpital de la réanimation. J'ai un traitement sur... Ce qui n'avait pas été le cas, hein, le psychologue pour la première fois. Hein. Non, pas du tout. J'ai un traitement plus long et on me dit au moindre symptôme, vous reprenez le traitement. Et donc après ça, dès que j'ai un symptôme, je me refais un traitement. Alors il faut savoir que quand on a une famille, la famille aussi doit suivre un protocole de décolonisation de la bactérie. Donc je vis concrètement dans un monde aseptisé où mes draps, mes serviettes de toilette sont lavées à 90 degrés. Lavage avec un savon antiseptique, moi, ma fille, mon mari pendant une semaine, des médicaments, enfin c'est assez lourd. Mais on me dit que c'est ce qu'il faut faire pour éradiquer cette bactérie et donc voilà, je fais ce qu'on me dit et je suis les recommandations. C'est pas sans conséquences parce que après je suis dans une hypervigilance permanente, sur plusieurs semaines. Et à force d'en parler, à force d'échanger avec Sandrine et puis avec d'autres victimes avec qui j'entre en contact grâce au professeur Lina, c'est là qu'on en discute et qu'on décide de monter l'association pour qui a quel but d'ailleurs l'association pour en faire un peu la promotion. C'est ça, notre but c'est d'informer, de faire de la prévention auprès de toutes les femmes en âge de porter des protections hygiéniques, pas pour diaboliser un mode d'utilisation ou critiquer ou quoi, non, c'est vraiment juste pour informer de sorte que chaque femme puisse faire ses choix en connaissance de cause. On veut soutenir la recherche aussi parce que figurez-vous que c'est pas une obligation de rapporter ces cas auprès du professeur Lina du Centre national de recherche. Et donc, les statistiques qu'on peut trouver sont pas du tout fiables. Oui, ce que j'ai cité effectivement en introduction, hein, on parle de seulement 4% des femmes qui auraient ce staphylocoque doré. Mais c'est un peu biaisé. C'est en fait sur les cas aussi de choc toxique. On parle d'une vingtaine de cas, l'INSERM parle d'une centaine de cas, mais comme disait ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que les médecins qui voient passer une patiente dans leur service ne sont pas obligés de faire remonter en fait l'information. Donc on est dans le flou complet. On va en parler plus tard. L'argument principal des fabricants, c'est de dire que c'est rarissime comme maladie, et ça l'est. L'idée n'est pas de dire que on nous cache et qu'il y a des milliers de cas. Mais, en tout cas, les chiffres que nous avons ne sont pas les vrais chiffres. C'est vrai que pour les tampons, ça fait longtemps que je n'utilise plus pour plein de raisons et encore plus aujourd'hui. Il est indiqué, je crois, dans les précautions d'emploi. Alors maintenant, c'est indiqué. Alors ça a commencé, les fabricants ont commencé à l'indiquer en tout petit. Ça, par contre, c'est très petit. Il faut des bonnes lunettes. Dans cette espèce de papier qui est plié en 32 au fond de la boîte et qu'il faut déplier. Donc personne ne lit ça. Depuis le printemps, là c'est vraiment une obligation. Les fabricants doivent mettre la composition des produits, doivent aussi alerter sur le syndrome du choc toxique. Mais vous voyez bien que c'est vraiment caché sur le site. Il faut vraiment chercher. Avant de venir, j'ai encore surfé sur quelques sites, etc. Évidemment qu'ils en parlent, mais ils en parlent en minimisant les choses. Les cups accusent les tampons et les tampons. Alors le pire, c'est qu'en préparant cette émission, donc en lisant le livre, etc., moi j'étais persuadée que ce n'était que les tampons. Et là, j'ai appris que les cups aussi. Bon, finalement, c'est assez logique. Il y a une stagnation. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que la cup a tellement été mise en avant, révolutionnaire, pour des raisons très légitimes, bien sûr. Complètement. Et l'idée n'est pas de détourner les femmes de cela, mais c'est vrai que la cup, c'est quand même aussi. Alors, il y a eu des évolutions. Maintenant, il y a des dispositifs qui existent pour permettre l'introduction plus facile de la cup, etc. Mais enfin, ça nécessite quand même déjà le tampon, c'était le cas, mais quand même une bonne hygiène, des conditions de confort. L'idée n'est pas de faire ça entre deux portes. Il faut pouvoir se laver les mains, avoir quand même accès à des toilettes. C'est bien de le rappeler, donc de se laver les mains, que les tampons avec applicateur peuvent créer des mini lésions. Exactement. Nous sommes d'accord. Donc
voilà, il y a quand même, il y a quand même des choses qui sont un petit peu nécessaires. Bien sûr que c'est un produit de consommation courante. On va au supermarché, on le met dans voilà. Mais et c'est très bien parce que ça participe de la libération des femmes et ça a été génial quand j'étais adolescente de me dire que oui, je pourrais faire de l'équitation, je faisais de la danse. Ben oui, ce jour-là, je pourrais aller à la piscine. Ouais. Mais donc il faut pas faire un recul en arrière. Non. Mais voilà, il faut être informé et les premiers qui ont cette responsabilité de nous informer, ce sont les fabricants qui distribuent ces produits. Après, les autorités sanitaires, évidemment, mais d'abord les fabricants. Qu'est-ce qui serait bien d'après vous? Alors moi, j'imaginerais bien que ça soit écrit en gros, comme on écrit maintenant les Nutri-Score dans les... c'est vrai. Hein, ça serait pas mal, comme sur les paquets de cigarettes. Ouais. Alors là, on va pas dire porter un tampon plus, mais... alors là, ils vont pas être contents. Et puis si on pondère par rapport au nombre de cas, effectivement... C'est ça, voilà. c'est là. Mais et encore, c'est un peu faussé parce qu'on n'est pas obligé de les déclarer. C'est un peu faussé. Mais en tout cas, qu'il y ait quelque chose de plus franc, hein, de dire il y a des cas qui sont recensés, il y a des femmes qui sont qui ont des conséquences dans leur vie, des séquelles, et donc l'idée n'est pas de le mettre sous le tapis, mais voilà. C'est pas de faire peur comme vous l'avez cité, mais d'être bien en conscience de ce qu'on fait. Exactement. Parce qu'on parle d'un nombre d'heures, souvent faut pas le porter plus de tant d'heures. Je vais même pas donner de chiffres parce que moi j'ai mon avis là-dessus, mais je veux bien le vôtre. Et finalement, ça peut arriver même au bout de 2 heures et jamais arriver au bout de 10 heures. Vous êtes d'accord? Là, 5 heures, ça me paraissait tellement peu. Concernant Sandrine, elle avait porté sa cup toute la journée de consultation, c'est ça? Même plus qu'il n'en faut, je crois. Voilà, je pense que je me souviens de ma lecture. Toute connaissance de cause, non, en non connaissance de cause. En non connaissance, mais elle savait de toute manière qu'elle dépassait un peu le temps qu'il fallait. Non, parce que un des arguments marketing, c'est de dire, et avant Sandrine, on peut la porter longtemps. Pour la cup. Pour la cup, il était sur certains sites, il était marqué jusqu'à 12 heures. Ça a bien disparu. Mais même si parce qu'il n'avait pas connaissance de cela ou c'était marketing? Parce que c'est marketing, c'est vraiment voilà, vous êtes libéré, vous mettez votre cup le matin et puis voilà. Et puis je pense que comme il y a effectivement un manque d'argent, de budget, de recherche autour de ces produits, eh bien voilà, imaginez-vous que le choc toxique se passe avec un préservatif ou avec un dispositif qui concerne ces messieurs, je pense qu'il y aurait un peu plus d'argent qui serait débloqué, vous voyez, pour réfléchir. Alors peut-être que voilà, on va dire que je fais un procès gratuit, mais je pense quand même. Je pense quand même que c'est voilà. C'est vrai que ces produits-là ne sont pas des dispositifs médicaux et ça serait compliqué que ça devienne des dispositifs médicaux. Évidemment, il faut que ça reste quelque chose qu'on achète à la pharmacie, au supermarché, voilà, accessible. Et on voit que même pour certaines, c'est pas facilement accessible et que ça reste onéreux et que c'est très bien qu'il y ait plein d'initiatives qui rendent ces produits très accessibles. Mais voilà. Se dire que c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution et conscience, que c'est pas anodin, on se met pas un sparadrap, voilà, c'est quelque chose qui est... Je crois que c'est le maître mot de cette émission, hein, c'est vraiment de se dire que c'est pas anodin, qu'il faut pas en avoir peur, mais que c'est pas anodin, et connaître les symptômes que vous avez cités pour tout de suite alerter avec le fameux rush d'ailleurs qui peut y avoir. Sandrine, elle est arrivée, donc je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que vous avez coécrit un livre avec Sandrine Grano qui a été victime du choc toxique menstruel. Elle a été amputée des 2 jambes. Non, rappelez-moi. Oui, elle est amputée sous le genou et puis elle a perdu des phalanges aux mains. Donc voilà, c'est comment elle le vit. Je crois que la réponse est presque eh bien, naturelle. Il y a eu des phases. Moi, j'ai rencontré Sandrine parce que, comme vous l'avez dit en introduction, moi, je suis journaliste et spécialisée dans la thématique du handicap. Donc, je tombe sur Sandrine. En fait, ma porte d'entrée vers Sandrine, c'est plutôt le handicap, parce que des personnes quadri-amputées, on en connaît certaines qui sont médiatiques, mais il y en a pas tant que ça. Et donc, et en fait, j'ai déjà entendu parler du choc toxique, mais je n'en sais pas grand-chose. Et en fait, je l'interviewe autour du handicap. Elle me parle tout de suite de ce qui lui est arrivé. Et ce qui me sidère, c'est que, bien sûr qu'elle est passée par plein d'étapes, de deuil, hein, c'est quand même ça. Il a fallu qu'elle fasse le deuil de la femme qu'elle était. De la femme qu'elle était avant. Voilà. Donc c'est tout ça. Mais la première interview, ça lui est arrivé quelques mois auparavant. Et en fait, je la trouve tout de suite, mais surtout ouverte. Et elle a envie de témoigner, pas pour raconter son histoire, mais surtout pour informer, pour prévenir et pour aider. Donc elle est vraiment tournée vers les autres et c'est d'ailleurs, je pense, ça qui a participé de sa reconstruction. C'est chaque fois qu'elle a été sollicitée
vous avez été en contact, je crois. Oui, parce que alors, grande coïncidence, je vous ai invité, mais donc vous connaissez Sandrine Grano. Oui. Vous l'avez connue. Je l'ai contactée. Vous êtes rentrés en contact. Tout à fait après le choc, parce que je cherchais quelqu'un avec qui en parler et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas être la seule à avoir vécu ça. Et il faut que je trouve quelqu'un qui a vécu ça pour en parler avec elle et comprendre. Enfin, essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que. Et je tombe sur elle via Facebook. Mon mari fait la recherche aussi, me dit voilà, il y a cette dame qui a vécu la même chose que toi et elle est prête à discuter, à échanger. Moi, j'étais encore un peu voilà sous le choc, donc c'était un peu compliqué pour moi de me regrouper. Elle répond présente tout de suite. Elle me répond au téléphone, elle répond à mes questions, elle échange avec la plus grande bienveillance et plus grand naturel du monde. Et ça m'a fait du bien parce que d'un coup on se dit ben voilà, je suis pas toute seule et quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, je me suis dit ouais, c'est pas passé loin en fait. C'est pas passé loin vraiment du pas. tout. Vraiment pas. Parce que c'est encore une fois une question de temps, il faut que l'équipe médicale soit réactive, il faut y penser et c'est aussi ça qui fait que voilà, quand on a parlé avec elle elle était d'accord pour dire c'est une pathologie qui n'est pas connue, qui est encore confidentielle, qui est un peu taboue. Parce que ça concerne le cycle menstruel des femmes. Oui, on en revient à la problématique du corps de la femme dont on parle souvent dans mes émissions. C'est hyper tabou, on a du mal, mais on va y arriver. C'est ça, et c'est dommage parce que ça a coûté la vie. Alors Maëlle, justement, voilà. Je ne connais pas toute l'histoire de la jeune Maëlle, vous allez peut-être pouvoir m'aider l'une et l'autre. 17 ans, elle est décédée en Belgique en 2020. On parle de quelque chose de récent, de cette maladie, donc qui avait été diagnostiquée trop tard. Je n'ai pas suivi l'affaire. Est-ce que l'une ou l'autre en connaît un petit peu sur le sujet? Enfin, ça a traîné, j'imagine. Ça a traîné et surtout, elle est tombée sur un vieux médecin. Mais la maman le qualifiait comme ça et qui n'avait jamais entendu parler de. C'était un médecin généraliste. Même les gynécologues parfois n'en ont pas jamais entendu parler. Oui. Donc, mais lui généraliste et lui, il a vraiment pensé qu'elle faisait une gastro. C'était la période, etc. Donc, et puis les choses se sont enchaînées et malheureusement de manière dramatique. Mais avec le port d'un tampon, comme une jeune fille faisant du sport, mais des tampons, enfin, il y a rien d'exceptionnel. C'est vrai que là, c'est un peu en diminution, mais et plus on en parlera. Voilà. Encore une fois, ne sauve qu'une personne aujourd'hui qui se met à avoir des symptômes comme ça, qui se dit bah tiens, voilà, je me rappelle, j'ai vu cette émission. Je l'évoque au médecin. C'est complètement ça. On a gagné. Ouais. Je crois, Maha, avant l'émission, quand on parlait en off, est-ce que c'était vous qui m'aviez dit que dans la formation des médecins, ils en parlaient de ça, mais que après, je vous laisse le dire d'ailleurs. Ils ne voient pas de cas. C'est ça. Et on leur reporte pas de cas. Donc, ça passe aux oubliettes. Donc, c'est moins on en voit et c'est normal. Après, le cerveau doit faire de la place. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment ça. C'est parce qu'ils n'en voient pas, mais il y a aussi j'ai envoyé le livre à ma gynécologue quand il est sorti et elle a mis un peu de temps à le lire, mais elle m'a envoyé quelques mois après un SMS, mais que j'ai transféré à Sandrine, qui était très très touchant, où elle disait mais vous m'avez ouvert les yeux. Et là elle m'a raconté. Après on a discuté et quand même elle n'avait jamais eu de cas, mais elle a de cas de femmes ayant eu des comportements pas très responsables avec parce qu'elle n'était pas informée, parce qu'elle pensait bien agir, parce qu'on leur disait vous mettez votre tampon, vous l'oubliez, vous pouvez le porter toute la nuit. C'est ça aussi, c'est ce côté. Ça n'était pas inscrit sur les emballages, mais ça n'était même pas dit, et il y avait plein d'idées fausses qui circulaient en fait. Adolescente, j'ai porté toute la nuit un tampon parce que jamais personne m'avait dit qu'il fallait pas le faire. Puis c'était une époque où en plus c'était tellement révolutionnaire, c'était le confort ultime. D'ailleurs, dans le livre, je crois sur la fin, mais vous allez plus m'éclairer, que vous avez écrit donc avec Sandrine Grano, il y a des petits tips, comme on dit, des petits conseils pour mettre le tampon, donc bien se laver les mains. Vous l'avez dit. Il y a d'autres conseils particulier autour de la cup et du tampon, dites-moi. Oui, il y a quand même un conseil au-delà. Bon, le temps de port, évidemment, pas la nuit, substituer le tampon ou la cup à une protection externe, une culotte menstruelle ou une serviette. Et il y a aussi quelque chose qui est assez sidérant quand on interroge des jeunes adolescentes qui commencent en fait leur vie, de femme menstruelle. C'est que quand même, on en parlait, on disait que c'était tabou. Il y a le fait que on a tellement peur
de l'arrivée de ces règles. Parce que quand on est une jeune fille, c'est pas très régulier. On sait à peu près qu'on est réglé, mais parfois et donc on a tellement peur de la tache sur le jean, voilà, Je vous vois arriver. En fait, il y a des adolescentes qui mettent des tampons avant que les règles arrivent. Alors ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire du tout. Parce que voilà. Il y a aussi adapter le tampon et la cup à son flux. C'est-à-dire que si on a un flux léger, on va pas mettre un tampon pour le garder plus longtemps. Flux important. Tout à fait. Donc il y a tout ça qui est parce qu'évidemment ça fait un produit plus important, plus gros, etc. Donc il y a tous ces petits conseils et on se dit mais les adolescentes aujourd'hui elles sont surinformées, les réseaux sociaux, il y a des infirmières scolaires, il y a les mamans qui font plus. Mais non. En fait il y a encore plein de jeunes filles qui passent à travers les mailles du filet, qui ne savent pas. La chose la plus horrible à faire c'est de se connecter sur les réseaux sociaux et de voir certaines discussions. Mais on est quand même assez effarés de voir ce qu'elles échangent entre elles. Elle manque cruellement d'informations. Donc c'est aussi pour ça qu'on a écrit ce livre, que j'imagine que vous avez créé votre association. C'est vraiment, il faut informer. Oui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça que je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté mon invitation. C'est très important. Aujourd'hui, vous vivez dans la crainte permanente. Vous le disiez tout à l'heure, maison aseptisée. Alors peut-être pas dans la crainte. Dites-moi, est-ce que... Écoutez, au début, oui. Et puis un matin, j'ai décidé d'arrêter en fait de me rendre malade et d'avoir peur parce que j'ai décidé de me renseigner, d'échanger avec des professionnels qui connaissent le sujet, comme le professeur Lina, avec les autres victimes. J'adapte ma façon de faire pendant les règles, c'est vrai. Je suis plus vigilante qu'avant, c'est vrai. Mais je refuse de vivre dans la crainte comme certains médecins ont commencé à me dire. Enfin, c'était hallucinant. Je peux pas aller à la piscine, je peux pas aller au hammam, je peux pas. Il faut éviter, si je me fais masser, il faut que je me lave avec un savon antibactérien après. Enfin, à un moment donné, je peux même pas... le rapport sexuel, peut-être la sexualité. C'est un sujet. Je peux pas vivre dans une bulle, en fait. On est d'accord. Mais il faut vivre avec. Il faut apprendre après à vivre avec. Mais la différence maintenant, c'est que je suis alertée. Je sais. Vous savez. Et si je vais chez le médecin ou que j'aille, j'ai avec moi les informations, le dossier médical et surtout, je sais dire attention, choc toxique. Alors après, j'ai de la chance ou j'en ai pas, parce que si le personnel médical n'est pas au courant, n'est pas informé, c'est moi et ma chance. Hein. Mais vraiment, et je reviens à ça, le but de Sandrine et de l'association, c'est d'en parler au maximum, d'inviter les femmes même à nous contacter si elles ont des questions, si elles ont des craintes, pour pas rester dans l'inconnu, dans la peur et avancer avec un peu plus de sérénité, parce que c'est juste pas possible en fait. Quelle protection hygiénique vous utilisez maintenant? Écoutez, j'alterne quand même un peu le tampon ou non, c'est interdit. En plus, c'est interdit. une des... Ah oui, c'est interdit. Ce qui me paraissait logique. C'est interdit. Il faut savoir que, comme vous l'aviez dit, ça ne concerne pas que les chocs, enfin que ça concerne pas que les règles, que l'utilisation de tampons des règles. Par contre, ce qui est certain, c'est que les femmes qui sont atteintes comme moi portent en elles une souche spécifique du staphylocoque doré et nous n'avons pas l'anticorps qui permet d'y faire face, de lutter contre. Donc, ça sous-entend que je ne peux plus utiliser non plus, si je saigne du nez, un tampon de nez. Hein, vous savez, je ne vais pas citer de marque, mais voilà. Hein. Ça, c'est interdit. Et si jamais il devait y avoir une intervention chirurgicale, il faudrait que je le signale, que je suis porteuse de cette toxine. Et que vous n'avez pas les anticorps, justement. Et que je n'ai pas cet anticorps. La chose, c'est que pour le moment, il n'y a pas de test, il n'y a pas de moyen de savoir si on est porteur ou pas. Parce que c'est la question qui pourrait se poser. On pourrait faire un test. Exactement. Et comme ça, on sait, on est porteur, on n'est pas porteur et on a un comportement. Et encore, on peut être porteur mais avoir les anticorps. C'est ça aussi. Voilà. Donc, c'est compliqué. C'est pas possible. Jusqu'à ce qu'on développe le test pour toutes les femmes qui commencent à avoir leurs règles, et c'est vraiment un objectif pour nous, l'association, de soutenir la recherche, de soutenir les équipes médicales qui travaillent sur le sujet, d'informer encore un maximum aussi bien les femmes que le corps médical de cette pathologie et dire attention, parce que vous dites parfois c'est pas ça et c'est trop tard. Et les femmes qui ne sont plus là pour en parler, on aurait pu éviter. Eh oui, voilà, effectivement.
Non, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit évoqué. À un moment, un jour, je suis tombée sur Plus belle la vie et c'était évoqué. Une jeune fille allait dans un des épisodes, elle allait aux urgences et on disait. Et c'était ça. Et voilà. Et le médecin, on voyait un médecin. Voilà, Plus belle la vie, version. Non, mais c'est très bien. Version vintage, pas la nouvelle version. Mais j'étais effarée de voir ça, de me dire c'est bien, c'est une bonne manière de faire passer les choses. Complètement. Voilà, c'est certainement une volonté du réalisateur de faire passer le message. Voilà, de faire passer le message. Et les adolescentes qui regardent ça, ou les adolescents, enfin, c'est que ça devienne quelque chose. Voilà, on en a entendu parler, ça reste dans un coin de notre tête. On vit pas avec ce qu'on a fait aujourd'hui. On le sait. Exactement. Et il faut pas que ça soit un stress quotidien, mais au moins on le sait, ça existe et on est alerté plus rapidement parce que voilà, si jamais ça arrive, plus vite c'est pris en charge. Voilà, on évite l'amputation, on évite le décès comme Maëlle. Et voilà, vous êtes là. Voilà. Surtout si on a porté un tampon, une cup, voilà, et qu'on se sent pas bien après, on n'hésite pas à aller consulter. Mais justement, j'allais vous dire, s'il y avait une phrase, parce que je sens que ça va ressembler à ça. S'il y avait une phrase à dire à la personne, à la jeune femme, la moins jeune femme qui nous regarde, concernant tout cela, allez-y, je pense que ça va. C'est ça, c'est s'il y a le moindre symptôme, le moindre doute, il faut aller consulter et il faut parler de la possibilité de ça, de ce choc. Voilà. C'est ça, c'est pas ça, mais au moins on m'a dit. Et on se retrouve pas en réanimation avec tout un tas de fils et de... Voilà. Et vous, Claudine Colozzi, au nom de Sandrine Grano, c'est pas facile de parler à la place de quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que vous diriez? Je pense que ça serait, si je parlais à une jeune fille, ce serait de dire se respecter, c'est respecter son corps et c'est respecter ce qu'on introduit dans son corps, par exemple, qui est un tampon ou une cup. Donc, tu peux l'utiliser, mais fais-le en conscience, pas entre deux portes. Fais-le de manière la plus précautionneuse possible et évite ta vie. Très bien. J'aurais pu parler encore des heures et des heures, comme pour chaque émission. Il va falloir que j'aille vous faire un petit jeu juste avant la fin de l'émission. Allez, je vous fais le jeu tout de suite et après, je dis une dernière petite chose. Alors, est-ce que vous connaissez? Alors, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec le choc toxique. Il faut terminer par une petite touche un peu sympathique, rigolote. C'est le jeu du tu préfères. Donc, c'est un dé que vous allez lancer, le rattraper. Ça, c'est peut-être le moment le plus difficile, c'est le rattrapage. Et il y aura écrit tu préfères ceci ou cela. Vous le lisez à voix haute et vous me donnez votre avis. Ça me permet de connaître un peu plus votre personnalité. Ok. Alors, je sens qu'elle a envie de... Allez, c'est parti. Alors, tu préfères toujours connaître la vérité ou toujours avoir l'esprit tranquille? Je crois que je préfère connaître la vérité, quand même. Quand même? Ouais. Il y a des situations particulières qui, sans les évoquer, forcément, qui vous viennent en tête? Non. Là, non, mais d'accord. Je sais que je préfère la vérité. Bon, c'est dit. Alors, à vous. Vais-je avoir une dextérité? C'est bon. C'est la même chose. Comme par hasard. Ouais. Tu préfères avoir le super pouvoir de voler ou avoir le super pouvoir de la télékinésie? Qui consiste à pouvoir déplacer des objets à distance. Quand même voler, hein. C'est un peu le rêve de beaucoup d'êtres humains. Donc oui, le super pouvoir de voler. Il y a un oiseau en Claudine. Oui, pourquoi pas. Ouais, j'aime beaucoup la danse, donc quand même c'est une manière de déployer ses ailes, de danser. Donc oui, celui-ci. Pour voyager, c'est pas mal aussi. Vous aussi, vous auriez choisi voler? Bah, je crois que oui. Ah bah mince, moi ça aurait été télékinésie. Pour ceux qui veulent le savoir, je peux tout bouger. Je ne suis pas feignante du tout. Mais voilà. Bon, merci encore. Alors pour les actualités, on rappelle. Bah oui, ça on n'oublie pas, ce livre, Choc toxique. Faut-il avoir peur des protections hygiéniques? Vous avez compris, aux éditions Flammarion. Claudine Colozzi ici présente, Sandrine Grano. Vous avez compris qu'il faut pas en avoir peur, mais il faut être bien informé. Fantastique, le témoignage, ça vaut le détour. Lisez-le. Et puis pour Maha, je reprends mes fiches, puisqu'il y a l'association française du syndrome du choc toxique. Donc c'est asso française _du_8 _ on l'appelle comme on veut, SCT. Et puis, vous, votre activité personnelle en tant que thérapeute, Maha Santamaria, thérapeute, on peut vous retrouver là-dessus. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant qu'on se quitte? Est-ce que vous avez quelque chose
Non? Eh bien alors, je vous qu'on a- remercie encore on a une tout ultime dit. fois d'avoir Merci, été là merci à vous. avec votre sourire et vos témoignages très sincères. Et je vous dis à très bientôt.